C'est l'heure du journal, mesdames et messieurs, voici la vitrine. Crise institutionnelle à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Les élus provinciaux ont installé un bureau d'âge ce vendredi avec pour mission d'examiner les pétitions visant les 5 membres du bureau permanent dirigé par le président André Lukusa. Qu'est-ce qui pourrait réunir Félix Tshisekedi et Martin Fayulu? Est-ce pour l'intérêt général, c'est-à-dire la mère patrie comme certains les pensent? En tout cas, la thèse reste difficile de l'affirmer. Si Martin Fayulu a accepté de sauver les pays, qu'en est-il alors de Moïse Katumbi qui se trouve à l'extérieur du pays? Les leaders de l'Ensemble pour la République restent sans position. Suivez tout à l'heure une réflexion complète autour de ces sujets. Nouvelle session d'information sur Bossolo Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. 4 jours après avoir appelé à une rencontre avec le président Félix Tshisekedi pour discuter notamment de la crise sécuritaire dans l'est du pays, Martin Fayulu a finalement été reçu ce jeudi au Palais de la Nation. Il s'agit du tout premier tête-à-tête entre l'opposant et le président de la République depuis les récentes tensions post-électorales en RDC. Images et commentaires. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir. 72 heures après sa demande publique et la réponse du chef de l'État, la rencontre tant souhaitée a eu lieu ce jeudi au Palais de la Nation. Visiblement détendu, crâne bien rasé et tiré à 4 épingles, l'ancien candidat à la présidentielle 2023, Martin Fayulu, a monté les marches les unes après les autres du Palais de la Nation jusque dans la mythique salle des ambassadeurs. Le président de la République. C'est par ces chaudes accolades que le chef de l'État a ouvert son entretien à cœur ouvert selon ses propres termes avec son hôte. Pour cette rencontre, les leaders délécidés et coordonnateurs de la Mouka étaient accompagnés de son premier cercle, à savoir Devos Kitoko, Prince Epenge, Alex Ndende et Chantal Moboni. De son côté, le chef de l'État était assisté par son directeur de cabinet adjoint, son conseiller spécial en matière de sécurité et du coordonnateur du conseil présidentiel de veille stratégique. À l'issue de près de 2 heures d'échange, le patron délécidé a répondu aux questions de la presse en annonçant sa solution face à la menace de balkanisation. Nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Parlez du camp de la patrie, et si la patrie exigeait que vous soyez vous-même un acteur, vous êtes prêt aujourd'hui à rejoindre les institutions pour qu'ensemble vous puissiez justement cogiter pour trouver des solutions? Ce point-là n'a pas fait l'objet de nos discussions. C'est depuis la rencontre de l'opposition à Genève en 2018 que les 2 personnalités avaient rompu leur collaboration. Depuis lors, le chef de file délécidé est devenu un farouche opposant au président Félix Tshisekedi. Cette rencontre du Palais de la Nation fera peut-être passer le duel en un duo pour l'intérêt supérieur de la nation. De Genève à Kinshasa, Fayulu et Tshisekedi, 2 Congolais dont l'un est chef de l'État, ne s'attendaient pas à se retrouver ensemble, mais aujourd'hui, ils les sont enfin. Tshisekedi et Fayulu peuvent désormais se parler en face au nom de l'intérêt général du pays. Ce rapprochement entre ces 2 personnalités est vivement critiqué au sein de l'opinion publique. Est-ce réellement pour l'intérêt du pays? Fayulu cherche-t-il à intégrer les institutions après plutôt une longue lutte dans l'opposition non armée qui n'a pas abouti aux résultats attendus? Je vous laisse suivre cette réflexion de Ben Israël Ntumba.
Opposés après la dernière rencontre à Genève en 2018, à quelques jours de la présidentielle, les deux frères rivaux sont désormais réunis pour une cause commune, la défense de la République démocratique du Congo. Après cette présidentielle, alors que Félix Tshisekedi était proclamé vainqueur, Martin Fayulu continua à revendiquer la vérité des urnes, prétendant être le président élu depuis le premier quinquennat de Félix Tshisekedi. Depuis lors, le leader de l'ECD n'a jamais cru à son ancien allié, considéré comme vainqueur de l'élection présidentielle, bien qu'accepté par la communauté internationale et les instances nationales. Qu'est-ce qui pourrait réunir Félix Tshisekedi à Martin Fayulu aujourd'hui? Est-ce pour l'intérêt général, c'est-à-dire la mère patrie, comme certains le pensent? La thèse reste difficile à affirmer. Tenez, il y a peu, Martin Fayulu et ensemble de l'opposition avaient opté pour une coalition avec Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Augustin Matata Pogno et d'autres afin de former un bloc de l'opposition souhaitant un dialogue entre Congolais sous la médiation de l'Église catholique et de l'ECC. Selon l'esprit de leur communiqué commun, le problème de la RDC réside entre les Congolais et non avec les étrangers. Suite à ces communiqués, Joseph Kabila avait entamé des consultations à l'est de la RDC, ce qui, selon certaines analyses, implique sa participation au mouvement M23 et par ricochet, l'effet d'être le véritable patron de la FCM 23, dont Corneille Nangaa est le coordonnateur, comme l'a annoncé le président de la République dans une de ses sorties médiatiques. Considérant ces mariages contre nature, Martin Fayulu décide de se désolidariser de cette coalition avec Kabila, impliquant la paternité de la FCM 23. Dès lors, cet opposant farouche à Félix Tshisekedi a décidé de rencontrer le chef de l'État prêt à mourir pour le pays si besoin. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Monsieur Tshisekedi, je veux vous voir. Ce jeudi dernier, on a pu voir Fayulu et Tshisekedi se serrer la main avec sourire. L'objectif reste de former les camps de la patrie. La question épineuse demeure. Ce ralliement entre Fayulu et Tshisekedi est-il une opportunité ou une faveur accordée à celui qui s'opposait à lui et à sa légitimité? Félix Tshisekedi a-t-il accepté cette demande de Martin Fayulu pour renforcer son pouvoir et partager les bilans de sa gouvernance à la tête du pays? Oui, cette thèse est soutenue par une certaine opinion, mais d'autres l'excluent. Fayulu est-il le dauphin de Tshisekedi? Accepte-t-il de rejoindre les institutions au nom de la cohésion nationale? Les leaders de l'ECD a affirmé que ces questions n'ont pas été abordées lors de leur échange, mais l'opinion pense autrement. Autant de questions qui se posent, mais seule l'histoire pourra départager ceux qui en doutent. Si Félix Tshisekedi accepte le dialogue de la Cinco et le pasteur de l'ECC, sera-t-il obligé d'accepter les revendications du M23 AFC, actuellement en discussion à Doha, qui souhaite la levée des sanctions contre leurs responsables dont Corneille Nangaa, condamné à mort, Bertrand Bisimwa et Joseph Kabila qui s'ajoutent à cette liste? Dans le cas contraire, le schéma utilisé par les protagonistes, dont Kabila et Nangaa, prendra le dessus et le cercle sera infernal, tout tournerait en rond. Conséquence, seul le peuple subira la mésaventure de ses dirigeants. Si Fayulu accepte de sauver le Congo, qu'en est-il alors de Moïse Katumbi qui se trouve à l'extérieur du pays? Ce dernier n'a jusqu'à présent pas élevé la voix contre le pays agresseur. Katumbi reste dans sa position entre rejoindre les camps du salut ou demeurer avec celui qu'il a qualifié en 2016 de Judas. Dans la même lignée, après la rencontre de ce jeudi 5 juin 2025 entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu, quelques qui n'ont approché par votre rédaction ont donné leur voix quant à cet échange qui s'inscrit dans l'optique de l'unité et de la paix durable. Ils sont au micro des Bosco Kabamba et Chrétien Gaémé. Personnellement, étant un Congolais, moi j'ai apprécié cette attitude-là. Un, c'est l'humilité de notre papa Fayulu. Nous connaissons tous qu'il est parmi les opposants farouches qui étaient à la recherche, entre guillemets, la vérité des urnes. Maintenant, il a oublié ça. Il cherche maintenant la voie de la paix. Même l'hymne de notre papa Mobutu, la Zaïroise. Zaïrois dont la paix est trouvée. Peuple uni, nous sommes Zaïrois. Congolais dont la paix est retrouvée, nous sommes des Congolais. Donc la piscine de la paix, c'est pour rassembler tous les Congolais. C'est comme ça que nos pères, les clergés, les Cinco et les CC ont mis sur pied le pacte. Ce pacte-là
social de la paix, pour chercher à réunir tous les Congolais. Pour la rencontre entre le président et l'opposant Martin Fayoulou, je crois que cette approche est vraiment meilleure. On cherche l'unité, on cherche la paix, et quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas l'unité. Ce que l'opposant Martin Fayoulou a cherché, en tout cas c'est vraiment louable, acceptable. Je suis vraiment très content de cet acte. C'est très bien parce que pour l'instant notre pays est en train de traverser un moment de calvaire. J'espère l'opposant Martin Fayoulou, selon lui, selon ses analyses, il a trouvé bon de rencontrer le président de la République autour d'une même table, vu la situation qui se passe actuelle au niveau de l'Est du pays. Au registre, c'est un dispositif impressionnant devant le parquet général près la Cour des cassations en ce deuxième jour de l'instruction axée sur les dossiers du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau, maître Constant Mutamba Tungunga. Depuis 9h45 où il a foulé ses pieds aux installations de cette instance judiciaire, Constant Mutamba n'a pas pu être auditionné comme beaucoup l'attendaient. C'est aux environs des 17h que le ministre de la Justice s'est auditionné, une première instruction où l'on devrait l'identifier en tant qu'inculpé. Peu avant cette audition, les militants de son parti politique, ses amis et autres ont fait l'irruption du boulevard du 30 juin, ce qui a provoqué une altercation de la circulation comme l'on peut le voir sur ces images. Ne pouvant pas rester silencieuse, la police a usé de la zone de gaz plutôt lacrymogène pour disperser la foule venue soutenir les ministres Mutamba. Constant Mutamba Tungunga est accusé d'un présumé détournement de plusieurs millions de dollars américains, fonds destinés aux victimes de la guerre de Kisangani dans la province de la Chopo. Ouverture ce jeudi 5 juillet 2025 de la 5e session ordinaire de la 11e législature du Parlement ougandais. Invité à cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné d'une délégation des députés nationaux congolais, ont lancé un message fort sur le rôle que joue la diplomatie parlementaire pour rompre les barrières institutionnelles à la base des conflits et des guerres dans la sous-région afin de promouvoir la diplomatie traditionnelle et une coopération plus étroite avec les États voisins. Images et commentaires. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait été convié par son homologue ougandais Anita Annette Among à prendre part en tant qu'un invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la 5e session ordinaire de la 11e législature du Parlement ougandais qui s'est ouverte le jeudi 5 juin 2025. Arrivé à Kampala dans la matinée, le président Vital Kamerhe y a représenté la République démocratique du Congo, accompagné d'une délégation des députés nationaux congolais dont la questeur adjointe Grace Neema. Ouvrant la cérémonie, la présidente du Parlement ougandais Anita Annette Among a peint un tableau élogieux du bilan de cette 11e législature dont les mandats se terminent au cours de l'année 2025. Les moments forts de cette cérémonie a été marqué par les discours du président Yoweri Kaguta Museveni devant les élus nationaux conformément à l'article 101 de la Constitution et à l'article 10 du règlement intérieur du Parlement ougandais qui consacre cette cérémonie à l'audition du discours du chef de l'État une fois l'an. Le président ougandais a prononcé un long discours axé essentiellement sur les prouesses économiques réalisées par son pays au cours de ces 5 dernières années, traduites par une augmentation du PIB à une hauteur de 100%, et le doublement du revenu par habitant ainsi qu'une croissance économique positive découlant essentiellement de l'accélération de l'industrialisation, de l'augmentation des exportations et du volume d'échanges avec les pays de la sous-région. Occasion pour le président Kaguta Museveni d'insister sur la nécessité de renforcer la coopération régionale face aux défis sécuritaires persistants à l'est de la RDC afin d'activer une coopération concertée entre pays voisins et bénéfique à tous. Un avis partagé par quelques élus nationaux congolais qui ont fait les déplacements de Kampala avec les speakers de la Chambre basse du Parlement. Il faut que les choses reviennent en ordre pour que nous puissions toujours vivre dans l'harmonie parce que nous sommes tous un même peuple, nous sommes des Africains, il faut que nous puissions protéger cette relation bilatérale entre l'Ouganda et la RDC. L'Ouganda, c'est notre voisin. Vous savez aussi que nous faisons beaucoup de choses ensemble dans le centre de la coopération sous-régionale. Et aujourd'hui, vous savez que nous avons même des opérations conjointes que nous menons entre les forces de l'armée ougandaise
conjointement avec nos forces de FARDC pour essayer d'anéantir l'ennemi qui nous agace dans la partie nord de la province du Nord Kivu, mais aussi à Ituri. La présence du président Vital Kamerhe à cette cérémonie solennelle à Kampala, dans cette situation de crise sécuritaire à l'est de la RDC, est un message fort du rôle que joue la diplomatie parlementaire pour rompre les barrières institutionnelles à la base du conflit et des guerres dans la sous-région afin de promouvoir la diplomatie traditionnelle et une coopération plus étroite avec les États voisins dans l'Ouganda. Comme annoncé au sommaire, une nouvelle phase s'ouvre dans la crise institutionnelle qui secoue l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Ce vendredi 6 juin 2025, les députés provinciaux ont installé un bureau d'âge avec pour mission d'examiner les pétitions visant les 5 membres du bureau permanent dirigé par le président André Lukusa. Ces bureaux transitoires est présidé par les députés Stéphane Mwanda, doyen d'âge, et élu des Luisa, assisté des 2 Benjamin de l'Assemblée, Adel Panda, élu des Demba, et Jean-Paul Bambi, élu des Dibelenge. Sa mise en place intervient dans un contexte de fortes tensions alors que les dissensions internes se sont accentuées autour de la gestion de l'organe délibérant. Selon les sources internes, 4 des 5 membres visés se trouvent actuellement à Kinshasa, convoqués par la vice-ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation plutôt, Eugénie Thiela Kamba. Avant leur départ, ces derniers avaient sollicité par les biais du rapporteur adjoint, seul membre initialement non visé, le report de la plénière du 4 juin afin de mieux préparer leur défense. Une démarche interprétée par les députés pétitionnaires comme une tentative d'échapper à la procédure. Face à ce qu'ils considèrent comme une manœuvre dilatoire, les députés ont réagi en élargissant leur offensive. Une nouvelle pétition a été introduite contre le rapporteur adjoint jusque-là épargné, visant ainsi l'ensemble du bureau. Le retour de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU après 35 ans d'absence est un tournant diplomatique majeur. En accédant simultanément au Conseil des droits de l'homme, Kinshasa s'offre une tribune mondiale. Mais au-delà du symbole, cette double élection place les autorités congolaises face à une obligation de résultats. Élément de réponse dans cette tribune que vous propose Guillaume. Après 35 ans d'absence, la République démocratique du Congo fait un retour remarqué sur la scène diplomatique. Elle a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027, obtenant 172 voix sur 190 votants lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Parallèlement, la RDC a été élue membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour un mandat de 3 ans. Ces retours interviennent à un moment charnière pour le pays. 30 ans après les débuts des conflits meurtriers qui ont coûté la vie à des milliers de personnes et 15 ans après la publication du rapport mapping de l'ONU, la RDC se trouve à un carrefour historique. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, considère cette élection comme une opportunité historique pour accélérer la justice transitionnelle, notamment par la création d'un tribunal pénal international pour le Congo afin de mettre fin à l'impunité et bâtir une paix durable. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a souligné que la RDC entend mettre à profit son expérience unique en matière de gestion des conflits pour contribuer à la réforme des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Elle a également mis en avant l'engagement du pays en faveur de la paix et de la sécurité, ainsi que sa position géostratégique au cœur de l'Afrique comme les atouts majeurs pour son retour sur la scène internationale. Cependant, ces retours s'accompagnent des responsabilités accrues. La RDC devra démontrer son engagement envers le droit de l'homme et la justice, notamment en mettant en œuvre les 5 grands engagements qu'elle a dévoilés pour son mandat au Conseil des droits de l'homme, tels que la réduction des violences contre les femmes et les filles, la promotion de la justice transitionnelle et le renforcement de l'espace civique. En somme, la réintégration de la RDC dans ces instances internationales offre une plateforme pour promouvoir la paix, la justice et le développement durable. Il appartient désormais aux autorités congolaises de saisir cette opportunité pour répondre aux aspirations de leur peuple et restaurer la confiance de la communauté internationale. Sans quoi, ceci serait qu'un mandat fantaisiste pour la République démocratique du Congo, qui est longtemps restée dans la pénombre en subissant la loi des plus puissants diplomatiquement.
chapitre. Contrairement au rapport publié en anglais le 6 mai dernier par l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence en RDC et Bouteli, la représentation de jeunes patriotes Wazalendo dénonce une manipulation du siècle contre nature. C'est le reportage d'Edouard Chama rendu par Esther Yamomé. Dans un point de presse tenu ce vendredi 6 juin à Kinshasa, le Wazalendo, par le biais de leurs représentants, ont eu l'occasion de dévêtir la robe noire portée sur eux par certains détracteurs nationaux qu'internationaux à travers le rapport publié par Ebouteli. Circonscrivant la circonstance, le député national Didier Kamundou dénonce la manipulation de l'opinion. Il faut retenir que toutes ces opinions ici décrites dans les différentes presses sont téléguidées et savamment montées par les impérialistes et tout cela qui veulent balkaniser notre pays à l'instar de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui honteusement vient de s'installer sans remords dans la zone conquise par ses poulains. Et face aux détracteurs, l'élu national Justin Ndayishimiye a lancé un message et précisé l'opinion. Vous œuvrez pour des condamnations contre nos dirigeants Wazalendo, innocents, dont leur péché est d'organiser la résistance, mais vous ne faites rien, ni contre les multinationales qui financent les guerres chez nous, ni contre Kagame qui planifie et dirige les guerres chez nous, et vous vous amusez à présenter positivement les traîtres contre la République. Gentil Kachili, porte-parole de l'Alliance de patriotes congolais pour la liberté et la souveraineté, APCLS, un mouvement Wazalendo, explique quant à lui leur mission. Nous ne sommes pas des criminels, nous réfutons avec énergie ces accusations. Notre mission, c'est défendre notre peuple, veiller à l'intangibilité de nos frontières. Face à l'envergure de la situation, l'élu provincial du Nord Kivu, Ngouye Muozi, a lancé un message au chef de l'État Félix Tshisekedi. Ceux qui, de votre entourage, développent des thèses selon lesquelles il faut vous débarrasser de nous, Wazalendo, ne vous aiment pas et n'aiment pas. Ils ont tous, à l'unanimité, rappelé à la communauté internationale leur soutien à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU avant de souligner leur mécontentement vis-à-vis de l'inefficacité de la mission onusienne en RDC face au maintien de la paix. Et la baisse du prix des maïs est effective sur les marchés de la capitale Kinshasa. Ces constats est effectué par l'équipe du ministère de l'économie nationale dans plusieurs coins de la capitale. Les commerçants sont totalement satisfaits des efforts menés par les patrons de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba Bosco Kabamba. Depuis sa prise de fonction à la tête de la vice-primature de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba a stabilisé le cadre macroéconomique. De ce fait, le maïs, le produit le plus consommé en RDC, enregistre une baisse généralisée sur plusieurs marchés de la ville de Kinshasa. Selon les constats effectués sur les terrains par les agents du ministère de l'économie nationale, ministère chargé de la réglementation des prix des biens de première nécessité et autres, cette baisse est évaluée à 25%. Par exemple, au marché des libertés à Massina, qui approvisionne à grande échelle de produits en provenance de l'espace Grand Bandundu, un sac de 100 kg de grains se négocie actuellement à 140 000 francs congolais contre 200 000 francs la semaine précédente. Même scénario au marché Louza et Matité, où un sac de 100 kg est passé de 250 000 francs à 200 000 francs congolais. Au marché Matadi Kibala, approvisionné par les commerçants venant du Congo central, le prix du maïs a également connu une baisse réelle avec des répercussions directes sur les prix de la petite mesurette. Une écolo des grains, vendue auparavant à 5 000 francs, se négocie actuellement à 3 000 francs. Cette abondance s'explique par la politique mise en place par les ministres de l'économie nationale qui consiste à soutenir les producteurs locaux. C'est le cas de l'embellie enregistré au parc agricole d'Nkiadi dans les Kasaï orientales où cette année la récolte est passée de 2 à 4 tonnes par hectare.
Cependant, certains vendeurs et vendeuses interrogés pensent que le prix serait encore plus bas s'ils ne faisaient pas face aux nombreuses barrières érigées sur la nationale numéro 1. Il y a baisse des maïs. Avant, un sac coûtait 215 à 220 000 francs congolais. Cette mesure ne doit pas seulement s'arrêter au maïs et nous souhaitons manger comme dans le passé. Avant, on achetait un sac de maïs à 280 000 francs congolais. Et voilà aujourd'hui, le sac revient à 200 000 francs congolais. Le ministre de l'économie nationale, qui mène la lutte contre la vie chère, veut à tout prix capitaliser sur cette performance des producteurs locaux afin de réduire sensiblement la dépendance aux importations des farines de maïs. Les victimes de la guerre des 6 jours sont enfin honorées à l'écran. C'est dans une salle chargée d'émotions et de recueillements qui s'est tenue ce mercredi à 18h. L'avant-première de ces films documentaires, un moment fort et bouleversant où les blessures du passé ont ressurgi, mais cette fois-ci pour être reconnues, écoutées et honorées. Israël Ntumba pour plus de détails. Ces films nous replongent dans l'enfer de juin 2000, lorsque la ville de Kisangani fut le théâtre d'un affrontement fratricide entre les armées rwandaises et ougandaises. Pris au piège, des milliers de civils congolais y ont perdu la vie dans une violence aveugle que l'histoire semblait vouloir oublier. Mais grâce à la détermination de Chansar Bolokola, coordonnateur ad intérim de la Frivao, cette mémoire refait surface. Par son engagement sans relâche, il a porté ses projets avec une volonté farouche, redonner visage, voix et dignité aux victimes. Ces documentaires et leurs cris, leur histoire, leur vérité. Un projet né sous l'impulsion du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, qui, fidèle à sa mission, a voulu que justice soit rendue au moins par la mémoire. Une mémoire qui porte aussi la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a béni ses projets fidèles à son humanisme et à son engagement pour que les victimes de l'histoire ne soient plus jamais reléguées dans l'ombre. Prenant la parole, Blanchard Bolukola a souligné combien il était urgent d'immortaliser ces âmes fauchées, comme le veut le chef de l'État à travers l'action de son ministre de la Justice. L'engagement solennel qu'a pris son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État en mettant en œuvre un établissement public qui a pour but de percevoir l'intégrité des fonds qui sont versés par l'Ouganda en regard de tous les dommages, entre autres les graves violations des droits de l'homme, le pillage et l'exploitation des ressources naturelles congolaises. Et lorsque nous avons voulu mettre en avant-première ce film documentaire, c'était pour dire que nous n'honorons pas seulement le mort, mais nous honorons aussi la vie. Parmi les participants, Jean-Claude Nganzoua et Madeleine Nikonga, rescapés de cette guerre, ont eu du mal à retenir leurs larmes. Pour eux, ce documentaire n'est pas un film, c'est leur vie, leur douleur, leur justice. Je suis vraiment émotionné de voir comment nous avons assisté à ce lancement de ce film, comme si c'était hier pour nous qui avons vécu ces moments de guerre intense. Nous demandons à ce que la partie qui reste pour le pays Rwanda de pouvoir donner sa contribution. C'est beaucoup de souvenirs, c'est carrément la mémoire. Il était très important qu'on puisse immortaliser cette guerre, qu'on puisse se rappeler à chaque fois, qu'on raconte l'histoire dans les 4 coins de notre pays pour que tous les Congolais sachent exactement ce qui s'est passé. Ces films font revivre les émotions de l'an 2000 qui ont emporté plusieurs Congolais sur le sol de leurs ancêtres. Jeudi 5 juin 2025, un grave accident de circulation s'est produit aux environs des 20h sur la route bypass à hauteur du camp Kabila à Kinshasa. Les bilans fait état des 2 victimes, dont un décès et un blessé grave qui a été admis aux soins. Edouard Chama était témoin de l'événement. Un grave accident s'est produit ce jeudi 5 juin 2025, tard dans la soirée, sur la route bypass, à proximité du camp Kabila, dans la commune de Lemba. Un camion de la société Amigo Foods, transportant des boissons sucrées, est entré en collision avec une moto-taxi. Les chauffeurs moto et un client grièvement blessés ont été rapidement évacués vers les urgences pour une prise en charge médicale. Cependant, seul le motocycliste a succombé à la mort
depuis le centre médical chirurgical situé derrière la station des pompes d'essence Christ-Roi de l'Univers, pendant que son client reste sous contrôle médical. D'après les témoignages recueillis sur place, la mauvaise condition d'état de la route serait à la base de cet accident qui n'est pas le premier. Un vécu quotidien sur sous-région. Nous vivons des embouteillages monstres sur cet endroit. Et chaque fois que le conducteur trouve une issue des sorties de l'embouteillage, il s'engage à une vitesse incroyable. Les motocyclistes et les chauffeurs du camion sortaient tous de cet embouteillage qui leur a pris trop de temps. Voilà, à leur sortie, ils se sont percutés, nous a-t-il fait savoir. Cet accident survient dans un contexte où la route bypass, axe majeur de la capitale congolaise, est régulièrement le théâtre d'accidents de circulation causés des fois par l'irrégularité de l'état de la route, soulevant des questions sur la sécurité routière dans ces secteurs particulièrement fréquentés. Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas encore été communiquées par les autorités. Ce journal a été coordonné par Jude Junior Kalombo et réalisé par Héritier Moutombo et Chrétien Gaïmé. Mesdames, Messieurs, restez branchés sur votre première chaîne d'investigation en RDC. Au revoir.